Bonsoir tout le monde, bienvenue, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Oui. L'énergie est bonne. Ouais. Alors, je suis vraiment très content de retrouver un petit peu le mercredi soir. J'étais absent pendant 2 semaines, un petit voyage en Inde, vraiment agréable, une espèce de, je sais pas, une forme de ce qu'on appelle les resets, un petit peu dans l'électronique où on remet les repères un petit peu à la bonne place et on se force à être confronté avec des réalités tellement différentes des nôtres que on n'a pas le choix que de réévaluer un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit. On pense avoir une vision du monde quand on est ici et qu'on a une compréhension de la vie. Il suffit d'aller à l'autre bout du monde pour se rendre compte qu'il y a des millions de personnes qui vivent une toute autre réalité, un monde complètement différent. Alors, ça nous fait toujours du bien de se confronter un petit peu à d'autres réalités. Puis en même temps, c'est très à propos pour le thème de ce soir parce que on va parler de la notion de cette capacité de voir différemment avec la méditation. Et c'est un sujet que j'aime bien parce que j'ai une bonne aventure aujourd'hui où, une fois de temps en temps, notre corps, il est formidable. C'est un espèce de un mécanisme particulier, bien agencé, avec des pièces complexes. C'est plus compliqué qu'une voiture, évidemment. Puis une fois de temps en temps, il y a une pièce qui est un peu défectueuse et il faut qu'elle attire notre attention. Et on dit des fois une dent, c'est tout petit. Mais alors, si elle a le malheur de pas bien fonctionner, elle peut créer une espèce d'état d'urgence dans tout le reste du corps, puis toute l'attention n'est que focalisée sur la dent. Il y a des milliers de gens qui meurent au monde en ce moment, mais malheureusement, mon attention est sur ma dent, parce que c'est elle qui... Les nerfs peuvent être un peu... Alors, j'avais rendez-vous chez le dentiste. Je vous raconte ça parce que je pense que ça arrive à tout le monde une fois de temps en temps. Puis on aime beaucoup nos dentistes, on les adore, mais à l'extérieur du cabinet dentaire en général. Et là, maintenant, ils ont des outils de plus en plus terrifiants. Moi, je trouve qu'ils sont sophistiqués, leurs outils de torture. Et là, maintenant, ils ont des gants roses, bleus, des masques incroyables. Bientôt, ils vont arriver dans une combinaison spatiale, juste pour te faire ouvrir la bouche, pour te demander comment ça va. Et donc, l'idée était en fait d'examiner d'abord, c'est quoi le problème. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous examiner vous-même les molaires. Avez-vous déjà fait ça? Essayez de vous examiner vous-même les molaires. Pas évident, ça prend un bon miroir, des bons yeux, puis je sais pas comment vous faites, mais impossible. Eux, ils ont des appareils particuliers, évidemment, tu sais, t'arrives, tu ouvres ta bouche, puis on passe des rayons X, c'est ça? Et donc là, avec un rayon X, il peut voir des choses que, évidemment, l'œil nu peut pas voir. Et ensuite, il prenait une photo de la dent, puis là, t'es là, dans ton espèce de théâtre IMAX, bien installé sur ton fauteuil. Puis là, on te montre carrément Joséphine, ta dent numéro 28, en très gros plan effrayant. Tu veux pas voir quelqu'un d'aussi près parce que c'est épeurant. Et là, il peut carrément te montrer le rayon X, la dent avec une drôle de forme et la photo de la dent. Puis là, on t'explique, voilà le problème. Et là, après, ça se traduit bien. Comment ça va coûter? Ça, c'est la partie très intéressante. Mais moi, j'étais très content parce qu'il m'a dit qu'il va me mettre une couronne. Alors, j'ai toujours voulu être roi, j'ai voulu toujours être baron, souverain. Je me dis, c'est génial, il va me mettre une couronne. C'est encore mieux que de mettre un crucifix. Il m'avait dit, je vais te clouer. Ça aurait été moins sympathique, mais là, il me dit, je vais me mettre une couronne. Je dis, c'est très bien les couronnes, c'est bon. C'est juste qu'elles coûtent cher, les couronnes. Alors, petite anecdote, mais qui montre une chose très simple. C'est que... on ne peut pas voir sa dent soi-même. ça prend l'aide d'un spécialiste puis d'outils spécialisés pour voir la dent comme il faut et pour la réparer. Avez-vous déjà vu votre âme? Avez-vous déjà vu une photo de votre âme? Non? On a tous des photos de notre corps, non? Notre passeport est une photo du corps en général. Puis si possible, le visage. Parce que si vous mettez une autre partie du corps dans votre passeport, je pense qu'ils vont pas apprécier beaucoup, quoi.
peux essayer de mettre une photo de ton genou, puis voilà qui je suis. Parce qu'apparemment, il n'y a pas deux genoux pareils dans le monde, donc on pourrait très bien s'identifier avec le genou plutôt que le visage. Mais ils ont choisi le visage. Et donc, on ne peut pas voir sa dent. On ne peut pas voir son âme. Et même, on va voir, il y a des parties de soi-même qu'on ne peut pas voir très bien. Je trouve toujours fascinant de dire que la partie la plus importante de soi, qui est quand même le visage, on ne le voit jamais pendant la journée, à moins de se regarder dans un miroir. Et je me disais, ça aurait été tellement différent si on avait mis des yeux au bout des doigts, par exemple. Tu sais, ça aurait pu être, hein, le créateur, il a pris un modèle, écoute, il aurait pu prendre un autre modèle, on aurait pu avoir 4 têtes, on aurait pu avoir toutes sortes de choses, mais bon, le modèle qu'il a choisi, c'était ça. Mais imaginez que vous aviez des yeux au bout des doigts. Ah, ça change tout, là. Non, on peut se voir la nuque, on peut se voir la dent, on peut se voir derrière, de dos, tu sais, on est coincé, là, avec les yeux en plein milieu du village, en plein milieu du visage. T'es pris à voir tout, sauf toi. C'est quand même bizarre. Alors, je sais pas comment il faisait avant d'inventer le miroir. Il se regardait dans quoi? Dans la pierre, non? Dans les étangs. Dans les étangs, ouais. Alors, c'est... Sauf quand il neige, il fait quoi? Quand il... la nuit, on se voit plus. Ça paraît bête, hein, comme concept, mais c'est une belle invention, le miroir. Ça devait être effrayant la première fois, parce que si tu te regardes pas souvent dans le miroir, je sais pas à quoi ressemble la coupe de cheveux, mais à part que les autres peuvent peut-être te dire, peut-être t'as plein de trucs qui bougent dans les cheveux, ouais, faire quelque chose. Et donc la notion est assez particulière qu'on ne voit pas son visage, à moins d'avoir un miroir. Mais ça, c'est facile, le miroir, ok, on comprend, voilà mon visage. Mais si on se casse un os, tu peux regarder dans le miroir, c'est pas ça que ça prend. Et pour réparer une fracture, ça va prendre des rayons X. Pour réparer une tumeur ou un autre problème, un ulcère, c'est peut-être des... je ne suis pas expert en médecine, mais c'est pas des rayons X, ça va prendre des résonances magnétiques, d'autres lectures. Maintenant, ça tombe bien que nos yeux soient faits de sorte à ce qu'ils voient la couche extérieure du corps. Non? Imaginez que vos yeux soient des rayons X, puis tout ce que tu vois, c'est les os de l'individu. Ce serait bizarre, non? Hey, t'as toute une mâchoire, hein, disons, c'est une belle mâchoire. Tes orifices oculaires sont magnifiques, c'est vraiment beau. J'aime tes grands trous. Si on avait des yeux qui ne pouvaient pas voir la peau, mais qui voyaient derrière la peau, ça changerait beaucoup notre rapport et notre concept d'esthétisme et de beauté. Mais ça tombe bien, nos yeux voient cette apparence-là. Mais il y a des yeux qui ne voient pas ça. Moi, en bio, si vous regardez comment une mouche vous perçoit, c'est un vrai film d'horreur. Hein. La mouche nous voit, mais écoute, c'est 1000 fois déchiqueté de toutes sortes de façons différentes. Ça doit faire peur. Imaginez que vous vous levez un matin, puis vous avez des yeux de mouche. Ça fait pas du tout la perception de la réalité n'est pas du tout la même. Les chauves-souris ont des visions très limitées, mais une ouïe excessive. C'est ça? Donc, ce qu'on voit, là où je m'en vais, c'est que la vision et la perception qu'on a est très relative. On voit des choses, mais si on voyait autre chose, notre perception serait bien différente. Quand on va en Inde, on voit la pauvreté. Puis on la voit gros comme ça. Et elle est odorante, elle est physique, elle est émotive, elle est importante. Ici, on ne la voit pas vraiment. Un petit peu de temps en temps, un coin de rue, mais la pauvreté, elle est propre ici, elle est bien encadrée, on s'en occupe. En Inde, elle est omniprésente, elle est omnipotente, et personne s'en occupe parce que ne peut plus rien faire, c'est trop gros. Ici, on a des sacs de poubelle, c'est une bonne idée. C'est très bonne, on ne s'en sert pas tous, mais la plupart des gens ont trouvé que c'est une bonne idée de ramasser les ordures, puis les mettre dans un sac, puis quelqu'un ramasse les sacs. En Inde, le concept n'est pas encore arrivé, donc il n'y a pas de sac de poubelle. Les poubelles sont dans la rue.
puis c'est des tapis de poubelles, tout le temps, partout, 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 partout. Et puis ça nourrit les vaches. Alors les vaches mangent du plastique, elles mangent du papier, elles mangent... c'est une autre vue du monde. Ben, c'est le même monde. Et c'est vu différemment. Puis si on allait en Syrie passer nos vacances cet été, ben là vous aurez une autre expérience qui serait probablement plutôt genre film d'horreur, là où vous êtes en vacances, mais il faut juste faire attention aux bombes qui vous tombent dessus, quoi. C'est le même monde, c'est une autre perception. C'est que chacun voit autre chose. Et ce qui est passionnant, c'est que quelle est notre capacité de voir en nous ce qui existe vraiment. Et si on a un problème physique, c'est assez particulier de voir ses propres rayons X. Avez-vous déjà vu vos rayons X? À quoi ressemble votre colonne? Votre bassin ou votre, comment ils appellent ça, votre cérébral, la 4 ou je sais pas comment il s'appelle, la lombaire. Moi, je pense que c'est les lombaires 4-5, puis après ça monte. On n'a aucune idée de ce à quoi ressemblent nos lombaires, non? À moins que vous ayez fait faire des rayons X, puis vous affichez ça après chez vous. Au lieu de mettre des photos de famille, puis papa, maman, vous mettez votre rayon X, la L4, le crâne, la main en rayon X, très joli, ça ferait peut-être des très belles photos. Ça serait différent comme concept. Mais pourtant, c'est ça nous définit autant que ce qu'on est extérieurement. Et donc, notre capacité de se voir dépend de quel outil on utilise pour voir quoi. Et si on utilise juste nos yeux, ben on voit juste l'extérieur. Si on utilise des machines, on peut voir l'intérieur du corps. Et ben, vous me voyez venir, si on utilise la méditation, ça nous fait voir quoi? Qu'est-ce qu'on peut voir à travers la méditation? Qu'est-ce que la méditation va nous faire voir que l'activité normale, non méditative, ne nous ferait pas voir? C'est quoi comme outil? C'est quoi comme instrument la méditation? Ça devient assez intéressant. D'un niveau plus abordable, il y a des défauts qu'on ne voit pas, mais que tout le monde peut voir très clairement. Ça, c'est gênant quand même, non? Et moi, j'ai toujours l'expérience, c'est un peu comme si vous promeniez toute la journée avec, on appelle ça des... comment on dit des fois, c'est des objets disgracieux sur le visage. Surtout aux abords du nez. Mettons que vous avez des manifestations physiques disgracieuses autour du nez, ou autour de la bouche d'ailleurs, ou sur le front, ça c'est encore pire, et que vous n'en êtes pas conscient. Vous avez mangé une bonne sauce spaghetti, puis malheureusement il y en a une partie qui s'est retrouvée sur le front. Vous n'avez aucune conscience. Puis là vous rencontrez des gens très importants. Bonjour, comment allez-vous? Puis là, personne ose vous dire que ta sauce spaghetti, t'en as un petit peu ici, ou t'as quelque chose qui dépasse ailleurs. On s'entend, c'est pas très gracieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le dit à l'autre? Si on l'aime bien, en fait, c'est là où on reconnaît nos vrais amis. Parce que nos bons amis, ils nous disent très rapidement, ils nous donnent un Kleenex, puis ils nous disent, tiens, je pense qu'on a besoin. Mais ceux qui ne nous connaissent pas, c'est gênant, en premier contact, bonjour monsieur le Premier ministre, je pense que vous avez quelque chose sous le nez. Tu t'abstiens en général. Et donc les gens sont tous conscients de cette présence disgracieuse sur le visage, sauf nous. C'est très gênant. Et ça, c'est physique, mais d'un point de vue humain ou comportement humain ou personnalité humaine, on a des aspects de notre personnalité que tout le monde peut voir, mais alors, gros comme ça, pas besoin d'un doctorat en psychanalyse pour savoir que tiens, lui, il a telle ou telle caractéristique. Mais bizarrement, l'individu lui-même est complètement inconscient qu'il a cette caractéristique. Et si jamais on avait l'audace de dire à un individu, tu sais que t'es quand même un peu arrogant, hein? Ah ben là, tu déclenches une guerre. Je vais t'en faire des arrogants, moi, pour qui tu te prends de me dire que je suis arrogant? Je ne suis pas arrogant pantoute. Et il y en a qui ne penseraient jamais être arrogants. On dirait à quelqu'un, t'es un peu vaniteux quand même. Hein? Ben voyons non, je ne suis pas vaniteux du tout.
Il y en a qui ne seraient pas conscients ou qui diraient « Ah oui, oui, bien sûr, on me l'a dit, on me l'a dit ». Ils savent théoriquement que c'est là, mais ils ne le voient pas eux-mêmes. Et ça, on est juste dans un domaine, on n'est même pas dans la méditation encore, on est juste dans le social, hein, juste comment ça va, bonjour. T'as vu, dis donc, le caractère, pas à peu près, quoi. Et il y en a qui ne sont pas conscients des défauts qu'ils ont, pas plus qu'ils sont conscients de leurs qualités d'ailleurs. Il y a des gens qui sont très patients, qui ne savent pas qu'ils sont patients. Il y a des gens qui sont vraiment sympas, mais ils ne savent pas qu'ils sont vraiment sympas. En fait, eux, ils se trouvent nuls, ils se trouvent pas adéquats, ils se trouvent jamais assez bons, jamais assez beaux, jamais assez fins. Pourtant, ils ont des très belles qualités, mais ils les voient pas. Est-ce que je suis dans le champ ou c'est un peu comme ça, non? Et c'est pourquoi on aime aller voir les clairvoyants, les clairvoyantes. Clairvoyants, ils sont censés voir clair, non? Vous êtes tous dans le trouble. Eux, ils sont censés voir clair, donc ils sont des clairvoyants. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est quand ils nous disent des choses sur nous-mêmes. Toi, t'es toujours comme ça, puis voilà ce qui va t'arriver. Ah ouais. On aime beaucoup savoir des choses qui nous dévoilaient des aspects de soi qu'on connaissait pas. Moi, j'avais une grand-mère, elle tirait aux cartes. Vous savez ça, une grand-mère qui tire aux cartes? Ils font plus ça, les grand-mères, maintenant. Hein. Elles vont au cinéma comme tout le monde, puis elles lisent les horoscopes dans le journal. Moi, j'ai une grand-mère un peu psychique, là. Elle tirait aux cartes. Puis vraiment, des fois, elle faisait des trucs, des bons coups, là. C'était vraiment, ça s'avérait, ou on faisait en sorte que ça s'avère, je sais pas. Mais elle, son astuce, c'est qu'elle aimait beaucoup nous dire, voulez-vous que je vous tire aux cartes? Mais en fait, c'était juste son truc pour avoir ses petits-enfants avec elle, puis nous parler de tout, puis comment va votre mère? Parce que ma mère lui parlait pas toujours, alors à travers nous, elle pouvait savoir qu'est-ce que faisait notre mère. Et puis, elle nous faisait parler, puis nous, on disait, ah, grand-maman, arrête, c'est quoi, là, tire la prochaine carte, là. Je sais que tu nous fais parler d'autres choses, mais nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans les cartes. Et c'est toujours passionnant de savoir qu'elle nous dévoile des aspects de notre personnalité qu'on connaissait pas. Avoir des gens qui nous soulignent des choses sur nous, c'est toujours passionnant. Et pourquoi on n'est pas capable de le voir soi-même? C'est ça, c'est souvent ce qui se passe. Et alors, quand on va à un autre niveau encore plus subtil, qu'est-ce que la méditation nous permet de voir? Et le but, en fait, de la méditation, c'est ce qu'on appelle souvent l'ouverture du troisième œil. Et toute la méditation se définit très souvent par cette espèce d'œil qu'on représente souvent au centre du front. Ceux qui mettent un tilak, un signe au centre du front, qui représente l'ouverture du troisième œil. Et donc la méditation, en fait, c'est essentiellement une capacité de voir. Sinon, on aurait appelé ça, je sais pas moi, un deuxième nez peut-être. C'était une capacité de sentir. On aurait appelé ça une troisième oreille. On aurait pu, j'entends tout. Mais non, l'ouverture du troisième œil en particulier. Et donc la méditation est souvent associée à cette capacité de voir l'invisible, avec un œil qui n'est pas évidemment un œil physique. Et c'est quoi cet œil alors? Un œil psychique? Un œil psychédélique? C'est quoi l'œil, le troisième œil? Avez-vous déjà eu cette vision en vous regardant dans un miroir que vous aviez trois yeux? Non? C'est un peu effrayant le matin, tu te regardes, puis... Comment on appelle ça d'ailleurs? Il y a un nom pour ça, les ceux qui ont trois yeux, hein? Trilopes? Triclopes. 3 cigarettes, triclope. Cyclope. Ok, ça. Ah oui, il y en a un seul? Attends, il doit y avoir un nom pour un... En hindi, c'est trinetri. Je parle moins bien français que hindi. Trinetri en hindi. Celui qui a un troisième œil ouvert. Et il montre que des dieux dans la mythologie indienne avaient une capacité d'ouvrir un œil qui générait une forme de destruction, le pouvoir de la destruction. Et le troisième œil créait cette espèce de chaos. Et ça, c'est une très belle métaphore parce qu'en fait, souvent, cette capacité de voir te permet de détruire, quoi. C'est-à-dire de réparer, de corriger. Si on voit une carie,
bah, tu vas détruire la carie. Si tu la vois pas, tu la détruis pas. Si tu vois ton spaghetti sur le front, tu vas détruire le spaghetti sur le front. Parce que tu veux pas avoir de spaghetti sur le front. Et quand tu vois le mal, bah, tu peux le détruire. Tant que tu le vois pas, tu le laisses là. Méchamment, je dirais, si tu vois le rat, tu vas le chasser. Si tu sais pas qu'il y a un rat, tu fais rien. Tu le laisses là, il se reproduit, il se multiplie. L'idée de la méditation, c'est cette capacité de voir ce qui est invisible. De façon plus poétique, c'est le Petit Prince qui dira toujours l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit qu'avec le cœur. Donc souvent on a dit que le cœur était ce qui te permettait de vraiment voir, mais le cœur c'est l'esprit. L'esprit c'est l'âme. L'âme c'est le troisième œil, c'est l'âme. Donc cette capacité de voir est intéressante, mais souvent on ne sait pas ce qu'on va voir avec la méditation. Si on regarde, il y a des prismes qui sont particuliers, c'est des trucs comme ça, tu regardes dans le... Puis si tu sais pas ce que c'est, ben tu tournes là-dedans, puis ça fait tout le temps de jeux, des kaléidoscopes, etc. C'est une vision qu'on a, mais qui est juste un reflet d'une image à travers multiples miroirs. Quand on regarde le soi, qu'est-ce qu'on va voir? Et se regarder dans le miroir, on l'a tous fait, on est tous experts dans ça. Puis on est tous capables de s'identifier dans le miroir physique. Mais est-ce qu'on sait se regarder dans le miroir spirituel? C'est quoi ce troisième œil? Quelle est cette surface d'eau sur laquelle on peut essayer de retrouver une partie de soi? Vous avez une idée? Comment est-ce qu'on s'achèterait? Si vous allez dans un magasin puis vous demandez j'aimerais avoir un miroir spirituel. Avez-vous ça? Alors, je pense pas qu'ils vont savoir de quoi vous parlez. Qu'est-ce que ce serait le troisième œil, la capacité de voir l'invisible? Qui va voir ce qui est invisible? Vous pouvez donner votre langue au chat ou essayer de deviner. Donc il y a le mot conscience. Qu'est-ce qui nous permet de voir, de se voir soi-même différemment? Conscience. Une attention. L'observation. Ça c'est l'exercice, ça c'est le muscle qui va m'orienter vers le miroir. Qu'est-ce qui va me permettre de voir des choses en moi? Les émotions. L'espoir. On n'a pas tous le même miroir. Hein. Si on ouvre un magasin de miroirs spirituels, on va tous vendre des miroirs différents. Qu'est-ce qui va nous permettre de se voir? Qu'est-ce qu'on fait en méditation? En méditation, c'est très simple. Le processus de la méditation, c'est d'abord de générer des pensées nettoyantes. Ça, c'est comme tous les appareils, là, les machines à café, les fers à repasser, tous ces appareils-là. À un moment donné, il y a du tartre qui se forme, ou du calcaire, c'est ça? Puis il faut enlever le calcaire de l'appareil, parce qu'il ne fonctionne plus très bien. Nous, notre âme, elle est très vieille. Et pour la plupart, on est des très vieilles âmes. Puis tous nos canaux divins, ils sont un peu bouchés. Ça fait qu'on n'est plus très divin. On est plutôt humain. Puis on a perdu un peu cette divinité. Mais c'est juste parce que les canaux, ils sont bouchés, quoi. Il faut utiliser un détartrage, il faut utiliser un produit qui va enlever le calcaire de l'âme. Et c'est ça qu'on appelle la méditation. Ça commence par des pensées très chirurgicales. Je suis une âme. Je suis une âme puissante. Je suis un être de paix. Je suis un être d'amour. Ça, c'est des pensées assez incisives qui vont commencer à déboucher les canaux. Et ce qui se passe, en fait, la méditation, le processus, c'est une utilisation consciente de pensée sur une certaine période de temps qui va déboucher l'intellect. Et l'intellect, c'est la capacité de l'âme, c'est la fonction de l'âme
qui permet de voir. C'est ce qu'on appelle l'œil de l'intellect. Et c'est l'intellect qui peut percevoir le bon du mauvais, le vrai du faux, le bien du mal. C'est l'intellect qui peut exercer un jugement, discerner. C'est l'intellect qui peut avoir une volonté, une capacité de faire quelque chose. Et donc, l'intellect a ce pouvoir, mais il peut exercer ce pouvoir seulement lorsqu'il est clair. S'il est brouillé, c'est comme la surface de l'eau, elle ne peut rien faire. Et donc, la capacité de l'intellect, c'est d'aller chercher cette vision de soi, du monde, de Dieu, de qui est mon chien. Peut voir plein de choses. L'intellect peut avoir une capacité de voir très différemment. Et ce qui est fabuleux en méditation, c'est quand on a des pensées positives, pures, paisibles, aimantes, sur une certaine période de temps, c'est ça la difficulté. Pas juste 5 minutes, parce que 5 minutes, c'est à peine mettre des lunettes de lecture. Tu sais, tu peux à peine voir 3-4 lignes, puis tu dis, ah, ça y est, je vois. Alors, juste des petites lunettes de lecture. Mais sur du long terme, cette pensée-là peut se manifester à un moment donné par des... En anglais, j'aime beaucoup l'expression, j'ai jamais trouvé une belle traduction, en anglais, c'est insight. C'est comme une vision intérieure, insight, de voir intérieurement. Insight, une perception intérieure, qui est invisible, mais on a un insight. Puis, en français, on dit juste, j'ai une idée, tu sais, j'ai une bonne idée. J'ai une idée. D'où elle vient cette idée? L'idée, elle est une vision de quelque chose. C'est comment est-ce que je vais faire pour que mon chien puisse manger pendant 2 semaines pendant que je suis pas là, tout seul dans la maison. Puis là, t'as une idée, tu vois une machine avec des croquettes qui tombent toutes les 7 heures, puis activée par une fonction. Je sais pas, t'as une idée. Mais en fait, t'as une vision. La pensée, elle est souvent, en fait, c'est une idée, c'est une image. Ça, j'ai une idée. Je sais comment faire. Ça, c'est insight. Et il y en a qui n'ont pas besoin de méditer pour avoir des idées. Des ingénieurs, des architectes, des musiciens. Mais c'est des idées professionnelles. Des idées très concrètes, adaptées à leur réalité. Mais si on veut aller dans les idées spirituelles, là, il faut éveiller l'esprit. Là, c'est là où on tombe dans la méditation. Parce qu'il n'y a pas de profession spirituelle qui va éveiller ça comme ça. Les seuls qui font ça sont des moines, sont des religieux, sont des mystiques, sont des gens spirituels. Eux, c'est ça leur pratique. C'est de se donner le temps, par la méditation, la prière ou autre, pour essayer de capter quelque chose qui n'est pas perceptible, à moins de syntoniser comme ça. Et c'est là où la méditation est très magique, parce que si on ne le fait pas bien, je donne toujours cet exemple, c'est s'asseoir devant une télévision qui n'est pas allumée. Et puis les gens entendent dire, la télévision, c'est génial, tu vois, des films, téléséries, Netflix, c'est génial, génial. Personne, qui a passé les 80 dernières années en fin fond de l'Amazonie, qui n'a jamais vu de télévision, c'est super. Elle va chez Best Buy, elle s'achète une télévision, elle arrive à la maison, met la télévision, s'assoit. Super ennuyeux, ça. Gros écran noir, il passe rien du tout. Si la personne n'a pas compris qu'il faut brancher la télévision, et avoir le câble, et payer tous les mois aussi, elle verra rien du tout. Elle ne peut pas comprendre c'est quoi le concept de la télévision. Nous, on cherche juste une vision spirituelle. Puis les gens vous disent, vision, tu t'assois là, puis tu vas voir l'âme, tu vas voir Dieu, tu vas voir tout. Alors les gens viennent s'asseoir en méditation, puis il ne se passe rien du tout. Puis ils se disent, c'est un peu plate. Alors là, ils sont encouragés par les moines qui disent, non, mais tu reviens demain. On va recommencer demain, puis on recommence encore, puis on recommence. Puis les gens, ils font ça pendant 3 mois, puis à un moment donné, en plus, ils doivent payer, là, ça règle la question plus rapidement, en moins de 3 mois. Et ils arrêtent, puis ils disent, moi, la méditation, ça marche pas, ça donne rien.
Alors, ils vont faire un sweat yoga ou je sais pas trop quoi, ou un techno yoga. Ah, ça marche. Ça débloque les, tu sais, les nerfs, puis les muscles, tout ça. Ça, c'est palpable, concret. Ah, ça marche. Mais la vision intérieure est super subtile. Tu branches où ça, l'esprit? Il est où le câble pour brancher la vision intérieure? C'est pas évident. Alors on suggère des cours de méditation, on dit aux gens, ben, pense à l'âme, pense à des valeurs, des pensées positives. Puis les gens essayent, mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que pour une pensée positive, il y a encore 20 pensées inutiles. Puis ils disent, ben, ça marche pas ma méditation. Je dis, oui, mais tu as fait 1% du travail. C'est sûr que si tu veux faire avancer une voiture, puis tu pousses, puis la personne prend son petit doigt, puis non, ça n'a pas marché. Je dis, ben non, tu pousses un peu plus fort. Hein. Ben, c'est ça notre problème. Alors la méditation, elle commence par des pensées pour débloquer des petits canaux bloqués, mais c'est juste le début. Après, le but de la méditation, c'est de faire quoi? C'est de nous donner des idées, des nouvelles idées. Tu trouves ça comment, des nouvelles idées? Alors, dans le processus de ce qu'on développe dans le Raja Yoga, c'est intéressant, il y a par exemple, c'est comme la même couleur, mais avec des variantes. Tu as ce qu'on appelle bharater, réfléchir, contempler, méditer et réaliser. Ça vous va? C'est la même mastication, il faut mâcher constamment, mais ça obtient des degrés de consistance différents après un certain temps de mastication. Puis au début, quand tu mastiques, ben c'est solide, puis ça fait crunch crunch, puis tu te casses les dents éventuellement. Ça, c'est ce qu'on appelle bharater. Et bharater, c'est en fait prendre une idée, puis l'analyser de façon théorique. On peut bharater sur l'estime de soi versus le courage. Je vous donne ça comme thème de bharatage. Faites-moi une rédaction de 2 pages sur la relation entre l'estime de soi et le courage. Vous êtes capable? Tout le monde est capable de faire ça. Réfléchissez un petit peu. Là. Alors, au début, vous allez bharater. C'est-à-dire, vous allez aller dans Wikipédia, vous allez dans Google, puis là, vous allez bharater, dire, ah ouais, dedans, là, on lit, on fait des liens. C'est du Lego. Là. Bharater, c'est du Lego. C'est juste, on met les éléments en place. C'est quoi le rapport entre le courage et l'estime de soi? Peut-être que l'idée va vous venir à un moment donné de dire, la première chose que le manque d'estime de soi va faire, c'est de briser le courage. Pensez-y. Quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi a rarement du courage. Non? C'est ça. C'est évident. Ben, c'est du baratage. C'est du gros Lego, quoi. Ben, c'est évident, mais j'aime. Fait ça, il faut qu'il fasse le vide. Ouais, voilà, là, vous savez, on barate. Ok, voilà une mode de beurre qui barate. Barater, ça donne du beurre. Quelle est la différence ensuite entre le baratage et la réflexion? La réflexion, elle est plus lente. Le baratage, c'est comme si tu organises tout ça. Tu fais des liens, tu fais nanana, tu pèses. L'addition, ça coûte combien? Ok, je comprends. La réflexion, après, ça devient beaucoup plus subtil, plus nuancé. On réfléchit. Et dans la réflexion, va commencer à intervenir des émotions. Je réfléchis. Ah, ça me fait penser. Ah, oups, là, on est plus sensible. Et suite à la réflexion, on va encore plus lentement, puis ça devient de la contemplation. Et là, on est dans un état contemplatif. Il n'y a pas de gros morceaux là, qui crunch. Là, on est rendu dans la liquidité de la chose, la fluidité de la chose, le bruit de la rivière, la vague, la mélodie, la poésie. On est dans la contemplation. Et l'étape suivante, c'est la méditation. Et la méditation, par rapport à la contemplation, c'est le processus où c'est comme la digestion. La méditation, c'est l'étape supplémentaire dans laquelle non seulement je contemple, c'est magnifique, j'ai réfléchi, j'ai compris, mais là je l'intègre. Et la méditation, c'est un niveau dans lequel il y a une intégration, ce qu'on appelle l'inculcation.
Ça devient tout à coup mon identité. Je me vois avec ça. Je ne vais pas juste contempler la robe ou la chemise, je porte la chemise et ça devient moi. Je suis beau, j'ai une chemise. C'est ça la méditation. Et quand on a bien médité, ben là on réalise. Et réalise, c'est dans le double sens du terme. C'est-à-dire, je réalise, j'agis, je fais quelque chose, je réalise quelque chose de grand. Qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as réalisé de ta vie? Tu réalises, tu fais quelque chose avec. Mais aussi réaliser, c'est dans le sens prise de conscience. C'est-à-dire que je réalise. C'est-à-dire je rends réel ma perception donc de ce que j'ai vu. Et donc toute la méditation, c'est en fait la charnière entre la compréhension et l'application. C'est ça la méditation. Si la méditation c'est juste un feel good, ben on est juste coincé à la contemplation. Ah, c'était cool, c'était bien, c'était génial. Je me sens bien. Mais j'ai pas fait le lien entre je me sens bien et je suis bien. Je ressens l'amour, mais en fait non, c'est ça que je suis l'amour. Et il faudra que je le sois après la méditation. Parce que je vais rencontrer mon boss, puis il va peut-être m'annoncer que j'ai plus d'emploi. Mais je suis l'amour. Non? Je suis le pardon. Je suis la paix. Dans la réalisation. Je réalise que je suis ça. C'est ça la méditation. Comment ça se fait? Ben, par des prises de conscience, par des idées. Et en fait, il y a des étapes, c'est qu'on voit que la méditation, ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle nous fait prendre d'abord la connaissance, il faut comprendre. Ensuite, on s'expose à des valeurs. C'est-à-dire qu'on voit l'amour, la haine. On en parle tous les mercredis, c'est un peu ça dont on parle. Et on commence à saisir, tiens, l'ego, ah ouais, je commence à mieux comprendre ce que c'est. L'ego, l'arrogance, la colère, l'impatience. Toutes ces valeurs positives et négatives deviennent beaucoup plus claires. Et là, on se trouve confronté à, mais moi, je suis comment? Et quand on médite, par exemple, si vous avez eu une prise de bec avec quelqu'un dans la journée ou dans la semaine, puis repensez à la dernière fois où vous avez perdu le contrôle sur vos émotions. Anxiété, peur, colère, découragement, peu importe. Quelqu'un m'a posé la question hier que j'ai trouvée fabuleuse. Il m'a demandé, qu'est-ce qui te terrifie le plus dans la vie? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Je dis, ben là, donne-moi quelques jours pour y penser. Puis honnêtement, j'ai pas eu le temps d'y penser. Faut que j'y pense. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Vous êtes capable d'y répondre comme ça? Vous? Injustice. Perdre des gens qu'on aime. Perdre des gens qu'on aime. Pensez-y, vous avez la liste et qu'est-ce qui est le plus peur? Là? Je vous mets au défi, vous allez trouver quelque chose d'encore plus épeurant que ça. Qui va toucher peut-être une identité ou une... En tout cas, moi j'ai commencé à réfléchir, mais j'ai pas eu le temps. Je m'ai posé ça hier. Je lui ai dit, donne-moi 2-3 jours. Mais c'est là où la méditation devient... Ouais, je comprends la peur, l'anxiété, je comprends. J'ai dit, ouais. Mais moi, là, mes peurs, c'est quoi? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur d'échouer? Pourquoi j'aurais peur que quelqu'un m'aime pas? Pourquoi j'aurais peur de ne pas réussir? Pourquoi j'aurais peur du jugement de l'autre? Pourquoi j'aurais peur de rater ma vie? Pourquoi j'aurais peur de l'injustice? Pourquoi j'aurais peur de perdre quelqu'un que j'aime? Pourquoi? Ouais, des croyances. En tout cas, chacun doit y répondre. Ça va prendre 3 jours pour y répondre. C'est compliqué, ces trucs-là. Mais il y a une existence, là. Il y a une réalité. Et ça, est-ce qu'on l'a vu? C'est-à-dire, vu, est-ce qu'on l'a perçu? Est-ce qu'on l'a senti? Est-ce qu'on l'a compris? C'est vu, c'est pas physique. C'est pas une photo qu'on reçoit, puis je l'ai vu. Donc, la méditation, à un moment donné, nous amène dans des domaines très subtils où on voit que j'ai telle attitude parce que je réagis comme ça parce que ça, je ne savais pas que j'étais comme ça. Je ne l'avais jamais vu avant.
Moi, j'ai cru pendant longtemps que j'avais pas de courage. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, t'es donc bien courageux. J'ai dit non. Puis finalement, j'ai regardé ma vie différemment. Puis je me suis dit, mon Dieu, mais je suis super courageux. Vu comme ça, je suis très courageux. Vu comme ça, je suis pas courageux du tout. C'est quoi la réalité? Vu comme ça, je suis très généreux. Vu comme ça, je suis pas très généreux. C'est quoi la réalité? Si mes attentes sont de donner tout jusqu'à mes chaussettes, mes chemises et tout, ah ouais, j'ai pas osé donner ma chemise hier au pauvre gars qui était dans la rue. Hein, j'ai pas osé. Ah, je suis pas très généreux. Mais j'ai donné 20 000 $ ce mois-ci en... Enfin non, j'ai pas 20 000 $ cette année, mettons. Enfin, ces dernières 10 années, j'ai donné 20 000. Peu importe. Tu sais, ça se mesure comment la générosité? C'est quoi ma perception de moi? On dit souvent, il y a des gens, ils sont beaux physiquement, mais ils se trouvent jamais assez beaux. Le moindre défaut, ils se trouvent hideux. Il y en a qui chantent super bien, mais dès qu'ils entendent quelqu'un d'autre, ils trouvent qu'ils chantent pas assez bien. C'est tout relatif, tout ça. Alors la méditation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous donne accès à une façon de se voir qui est très différente. Puis on va découvrir des horreurs terrifiantes en nous, et on va découvrir, heureusement, des beautés, mais hallucinantes en nous aussi, qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Et cette capacité de se voir, elle est réelle. Et je pense qu'elle est au cœur même de toute la démarche spirituelle, parce que la question fondamentale que tout le monde se pose depuis le début des temps, c'est « Qui suis-je » Et répondre à la question « Qui suis-je » c'est pas y avoir une réponse intellectuelle. Ça va jamais nous satisfaire. Mais ce qu'on aimerait, c'est le voir. On aimerait se voir pour savoir qui on est. Et quand on se voit dans l'action, par exemple, différemment, et qu'on se réalise, donc on est à la fin du projet, on réalise que, moi ça m'est souvent arrivé des fois de me penser plutôt bien, puis à la fin je réalise qu'en fait c'était seulement de l'ego, c'était seulement de l'arrogance, c'était seulement une arrogance intellectuelle. Jamais, il y a plein d'égos, hein. Il y a un égo physique, un égo intellectuel, il y a un égo culinaire, il y a un égo olfactif, il y a un égo capillaire, il y a un égo... Il y a toutes sortes d'égos qui sont là. Mais on se voit pas contaminé par ces égos-là. Moi, j'admets, j'étais très inconsciemment et consciemment manipulateur dans les relations. Et quand quelqu'un m'a prouvé que j'étais manipulateur, c'est un peu dur à accepter à un moment donné. De dire non, non. Puis un jour, tu te retrouves dans cette vision spirituelle, puis tu dis, hey, c'est épouvantable, c'est la manipulation. Ok, je suis pas un monstre, mais le jour où on décide de ne plus manipuler, on se rend compte que c'est dans mes gènes, je suis comme ça. La séduction, c'est facile la séduction, c'est de la manipulation. C'est la faute de la grand-mère. C'est la grand-mère. C'est la faute à la grand-mère, la tireuse de cartes. Je vais lui en parler un petit peu de... Très bon. Mais c'est là-dedans qu'on tombe dans la méditation. Et on découvre des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées avant. Mais des belles choses aussi qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Et la question « Qui suis-je » ben on veut le voir. On veut se voir. Nous, on dit on est une âme, un être de lumière, un être de bonté, les qualités naturelles de l'âme sont les qualités positives. Mais pourquoi on ne le voit pas dans notre vie? Pourquoi on se trouve encore souvent faible, pas parfait, pas correct? La définition de l'âme pour nous, c'est qu'elle contient en elle-même tous ses bons traits de caractère et tous ses mauvais traits de caractère. Et si on dit à quelqu'un, tu veux t'améliorer? En fait, qu'est-ce que tu veux? Tout est déjà là. On ne peut rien inventer en nous. On peut devenir plus patient, mais on est déjà patient. Toute notre personnalité existe déjà. On ne peut pas la changer, on ne peut pas la transformer, on ne peut pas l'inventer. Toutes nos qualités, les bonnes et les mauvaises, sont déjà là. C'est juste qu'à un moment donné, il faut y donner un autre éclairage. Et la spiritualité veut dire orienter la lumière vers mes qualités positives.
surligner mes qualités positives, leur donner toute la place. Et on dit à tout le monde, qui n'a pas su aimer à un moment donné dans sa vie? Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, va exprimer l'amour le plus pur qui soit. Ça risque de durer 2 secondes, mais c'est quand même 2 grandes secondes. Et pendant ces 2 secondes-là, l'âme a exprimé l'amour le plus pur de sa vie. Les secondes suivantes, c'est devenu un peu égoïste. Bon, ça a tout gâché, mais j'exagère. Mais l'idée, c'est qu'on a tous aimé à un moment donné ou à un autre. Maintenant, est-ce qu'on aime comme ça 24 heures sur 24? Non. Alors, si on médite, ce qui se passe, c'est qu'on développe la capacité d'aimer plus. On l'avait déjà. On l'avait juste pas développé. Elle était bouchée un peu. Être en paix, tout le monde sait être en paix. On a tous été à un moment donné ou à un autre dans notre vie en paix complète. Ça a peut-être duré juste 5 secondes. Ben là, il faut juste le faire prolonger pendant 5 minutes, 5 heures, 5 jours. C'est ça la méditation. Mais pour arriver à ça, il faut le voir en soi. Il faut voir, elle est où cette dent qui fait mal, là? Puis t'appuies, oui, pour savoir comment c'est laquelle. Ce que je dis, c'est une dans le fond, mais je ne savais pas laquelle, en fait. Ben, elle a pris son marteau, tac, tac. Ah, ok, c'est celle-là. D'accord, j'ai compris. Ben, voilà. Il faut le voir. Alors, tout ce qu'on fait en méditation, c'est ça. C'est ouvrir son 3e œil. Ça veut dire barater, réfléchir, contempler, méditer, réaliser. En se confrontant à des idées, en se confrontant à des valeurs, pour ensuite se voir dans son comportement, ça c'est très concret, et intégrer un meilleur comportement, puis devenir meilleur autant que possible. C'est un processus très simple. Mais si on perd de vue le processus, on se perd aussi en méditation, parce qu'on fait juste jouer avec des choses sans pousser l'idée, l'expérience, l'émotion, sans la pousser plus loin. Et si on ne la pousse pas plus loin, on n'a pas la chance d'aller dans la méditation qui nous amène à la réalisation, c'est-à-dire l'accomplissement. Ça fait partie de nous. Et je pense que l'idée qu'on veut tous obtenir dans notre vie, c'est que les gens nous disent « Toi, tu es un être paisible. » Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas s'amuser le samedi soir ou faire le fou, faire la fête. On peut. Mais en général, on va dire « Je suis un être paisible. » Ça, c'est une très grande qualité. Être quelqu'un de paisible. Il ne s'énerve pas. Être quelqu'un d'aimant. Toujours sympa. Toujours avec des sentiments aimants. Toujours... les gens aiment ça. Plutôt qu'être quelqu'un haineux. C'est pas joli, ça. Il est haineux. C'est pas joli. Même le mot lui-même fait mal à la langue. Être quelqu'un d'aimant. Quelqu'un de doux. C'est bien, hein, quelqu'un de doux. Versus quelqu'un rugueux. C'est pas joli, ça. Il est rugueux, c'est... chaque fois que tu te frottes, là, t'es tout boutonneux après. Je préfère être quelqu'un de doux. En anglais, ils disent toujours « he's sweet » ou « she's sweet ». En français, c'est bizarre. Hein? Il est doux. Il est doux. Tu veux dire quoi? Alors voilà, ça a-tu un sens où je vous sens très sérieux, très introverti, les Pâques qui arrivent, qui... On est déjà parti à la méditation. Déjà dans la méditation, la grand-mère a rangé son paquet de cartes et on est prêt. Allons-y dans la méditation alors, pour un petit 5-10 minutes d'expérience. Je vais vous répéter tout ça, mais lentement et en résumé. Alors, d'abord le temps de bien se positionner physiquement, de détendre le corps. Juste de bien respirer pour ressentir toute cette énergie physique du corps, de la matière.
Quand je médite, j'ai la capacité de créer des images. J'imagine que j'arrive dans une cour intérieure, avec un immense bâtiment juste en face de moi. Je visualise une porte, une grande porte ouverte. Et j'ai envie de m'approcher de la porte, de la franchir. J'arrive dans une immense salle. Tous les murs sont peints en blanc. Très grande salle, toute vide, très lumineuse. Et au centre de la salle, il y a un immense miroir. Quand je m'approche du miroir, je me tiens debout devant le miroir. Je peux me voir très clairement. Et tout en regardant la réflexion de mon corps dans le miroir, c'est comme si mon corps se transformait en lumière. Comme s'il devenait entièrement fait de lumière. Et en m'approchant du miroir, c'est comme si je pouvais rentrer dans le miroir, passer à travers. Et tout ce qui ressort de cette lumière ensuite devient semblable à une étoile, juste une étincelle de lumière. C'est juste comme une toute petite étincelle qui flotte dans l'air. Je me dis que peut-être c'est ça que je suis. Juste une âme. Juste une conscience. Un point de lumière. Une source d'énergie invisible. Et pourtant qui émet des vibrations. Et tout en visualisant l'âme, je reste bien conscient de chacune de mes pensées. J'essaye de garder mes pensées une pensée à la fois. Je deviens conscient que mes pensées
deviennent aussi mes émotions, que mes pensées créent ma conscience. Que ma conscience crée mon attitude. Et mon attitude devient mon comportement. Et je commence à apprécier ce temps pendant lequel j'arrive à retrouver le contrôle de mes pensées. Comment j'arrive à choisir mes pensées. Trouver des pensées qui m'amèneront plus loin. Comment j'arrive à injecter dans mes pensées des valeurs toutes simples. La paix, l'amour, le bonheur. Et une pensée de paix c'est une pensée que j'ai quand je regarde des situations du monde ou des situations de ma propre vie. Et que je formule mes pensées afin qu'elles soient des expressions de paix. Face à certaines situations, j'utilise ma pensée pour me dire que ma contribution, c'est la paix. Alors je laisse mes pensées comme ça s'imprégner de toutes les qualités de l'âme. Et je m'en imprègne toujours plus. Je peux me voir dans la vie de tous les jours, utiliser ces valeurs, ces qualités. Afin qu'elles fassent vraiment partie de ma personnalité, de mon comportement.
Bon, on est tous bien bien calmes. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Restez calme, hein. Ça c'est énervé. Bonne vision, puis bien mercredi prochain pour une autre aventure au pays des cartomanciennes et des grands-mères.